notre webinaire, donc dédié aux obligations réglementaires pour les D3E, c'est-à-dire les D3E, ce sont les déchets d'équipements électriques et électroniques. Avant, je me présente rapidement, je m'appelle Catherine Jamon-Cervelle, je travaillais à la CCI Lyon Métropole Saint-Étienne-Roanne dans le cadre d'un réseau appelé Enterprise Europe Network. C'est un réseau européen qui a pour vocation de sensibiliser et d'accompagner les PME dans l'application des réglementations européennes. Et c'est donc avec Écosystème, un des éco-organismes agréés pour la filière en France, que nous avons construit cette réunion afin de faire le point sur les réglementations à la fois européennes et françaises qui impactent la fin de vie des équipements électriques et électroniques. Alors, pour rappel, pour mémoire, le premier texte européen date de 2002. Il avait mis en place la REP, la responsabilité élargie du producteur, avec des obligations qui concernent le recyclage des D3E. Ce texte a été abrogé et remplacé par une directive européenne de 2012. Et le Code de l'environnement français a ensuite transposé ces textes en droit français. Et aujourd'hui, on a là aussi la loi française relative à la lutte contre le gaspillage et à l'économie circulaire, la loi AGEC, qui vient compléter ces dispositions en imposant de nouvelles démarches aux opérateurs économiques. Alors, qui est concerné par toutes ces mesures? Ce sont à la fois les fabricants, les assembleurs, les introducteurs et les importateurs. Là, il y a une distinction et on vous expliquera les définitions. Et puis, ce sont aussi les distributeurs sous marque propre. Donc, pour vous aider à mieux comprendre le contexte, vos obligations et comment y répondre, c'est Amina Guettet qu'on voit à l'écran et Audrey Morvan qui, elle, n'a pas mis sa caméra pour l'instant. Elles sont toutes les deux chargées des relations producteurs chez Écosystème et c'est elles qui vont vous présenter le cadre réglementaire et comment Écosystème peut vous accompagner. Donc, mesdames, je vais vous céder la parole et je reviendrai pour le temps des questions. Voilà, Audrey, très bien. Eh bien, écoutez, c'est à vous. Eh bien, merci Catherine pour cette introduction. Donc, bonjour à tous et merci d'avoir répondu à l'invitation de ce webinaire. Aujourd'hui, nous allons vous présenter donc effectivement Écosystème et préciser le cadre réglementaire, à savoir le statut du producteur et les obligations réglementaires des producteurs d'équipements électriques et électroniques en France. Et puis, on vous présentera donc le service Écosystème dans les grandes lignes, ce que l'on apporte à nos producteurs adhérents et aux détenteurs de D3E, enfin de déchets d'équipements électriques et électroniques. On vous présentera quelques chiffres clés et on fera un petit focus notamment sur notre service sur le service We Europe, donc une entreprise basée en Allemagne avec laquelle on travaille et dont on est à l'origine pour accompagner les producteurs dans leur démarche de mise en conformité au niveau européen. Voilà, donc cette présentation se veut assez va dans les grandes lignes. On pourra effectivement très peu rentrer dans le détail de tous les sujets puisque c'est un sujet très dense et il y aurait beaucoup de choses à dire et on pourrait y passer une journée entière. Donc là, l'idée, c'est vraiment d'être dans les grandes lignes, de privilégier le temps d'échange juste après et puis, bien évidemment, de vous transmettre nos contacts si vous souhaitez dans un second temps que nous échangions sur des sujets plus spécifiques. Audrey et moi, on restera à votre disposition et on répondra avec grand plaisir à vos questions. Alors, sans plus tarder, on va commencer par une rapide présentation d'Écosystème. Alors, qui on est? Certains d'entre vous peut-être nous connaissent très bien, d'autres peut-être un peu plus loin. Ce qu'il faut retenir, c'est que nous sommes une société privée
à but non lucratif et agréée par les pouvoirs publics pour la gestion des déchets des équipements électriques et électroniques ménagers, les D3E professionnels, les lampes et les petits appareils extincteurs. Pour la petite histoire, nous avons été créés en 2005, donc lorsque la directive européenne a été transposée dans le droit français, par des producteurs, donc par des fabricants et des distributeurs d'équipements électriques et électroniques qui, face à ces nouvelles obligations, ont décidé de se réunir, de créer des éco-organismes un éco-organisme, en l'occurrence écosystème, auprès duquel ils pourraient transférer leurs obligations réglementaires. C'est vraiment ici l'idée, et on va le repréciser tout à l'heure. Donc aujourd'hui, on compte 24 administrateurs qui composent le conseil d'administration d'écosystème. Oui, il y a quelqu'un qui... Non, j'ai cru entendre des bruits, excusez-moi. Nous sommes à peu près 145 collaborateurs donc basés à la Défense, donc au siège d'écosystème, et nous avons toute une équipe de régionaux qui sont sur le terrain en permanence pour être en interaction et dans le suivi, notamment des centres de traitement, des opérateurs de récupération, donc de tous les gestionnaires de déchets, et aussi avec les collectivités locales. Donc on a ces équipes et on assure une présence terrain quotidienne. Donc ça fait plus de 16 ans d'existence aujourd'hui et il en résulte en 2021 déjà plus de 730 000 tonnes de D3E qui ont été collectées, dépolluées et traitées par écosystème. Et côté producteur, aujourd'hui, on a plus de 4700 contrats d'adhésion, donc ce qui signifie qu'on a tous ces producteurs qui ont décidé donc de transférer leurs obligations en signant un contrat d'adhésion auprès d'écosystème. Et puis on va le repréciser tout à l'heure. Pour résumer, nos missions, alors attention, on est un organisme agréé par les pouvoirs publics, on a donc un cahier des charges qui est annexé à cet agrément et nos compétences s'arrêtent sur le territoire national français et sur la gestion des D3E. Contrairement à un prestataire privé, on ne va avoir aucune compétence pour aller récupérer d'autres types de déchets, bien qu'on propose des services d'accompagnement lorsqu'on a des détenteurs qui souhaitent aller collecter d'autres types de déchets. Je m'y attarderai pas dans cette présentation, mais c'est un sujet qu'on pourra sur lequel on pourra vous donner des informations si besoin. Nos missions, on peut les résumer par deux grandes missions. La première qui est bien l'accompagnement des producteurs, c'est sur quoi l'on travaille avec Audrey quotidiennement, c'est-à-dire accompagner les producteurs dans leur démarche de mise en conformité, dans la mise en œuvre des dispositions réglementaires, et puis sur tous les sujets qui peuvent être liés à la collecte des D3E ou encore à l'éco-conception des produits. L'autre grande mission d'écosystème, c'est bien évidemment de pourvoir à la collecte et au recyclage des D3E sur l'ensemble du territoire français et donc de garantir que tous les D3E remis à écosystème et pris en charge par la filière soient traités selon les normes environnementales en vigueur, donc bien évidemment dans un objectif de préservation des ressources naturelles. Maintenant, on va peut-être rentrer, en espérant que la présentation d'écosystème est assez claire pour vous, sur le cadre réglementaire. Alors, on peut commencer par le principe de la responsabilité élargie du producteur. C'est le grand principe de la directive européenne. Le principe, quel est-il? On est sur celui du pollueur-payeur, si on veut simplifier les termes. À partir de 2003, il a été précisé que toutes les entreprises qui mettent sur le marché des équipements électriques et électroniques sont de fait responsables de leur fin de vie. Dans l'historique, donc cette directive a été transposée dans le droit français en 2005 et donc elle est venue fixer, on va dire, les règles de la filière de recyclage des D3E. Toujours fondé sur le principe de la REP. Et puis, on va préciser tout à l'heure la dernière grande actualité réglementaire que vous avez certainement déjà dû en entendre parler, c'est cette loi AGEC,
qui a été publiée en février 2020 et qui est relative donc à la lutte contre le gaspillage et à l'économie circulaire. C'est une loi très dense qui vient bousculer pas mal de choses au sein des filières REP et et donc c'est une loi assez dense avec près de 130 articles de loi, qui traite beaucoup de sujets sur plusieurs filières de déchets. Donc là, on fera un focus sur la partie des 3E. Je vous épargne tout l'historique réglementaire entre 2005 et 2020, puisqu'il y a eu aussi beaucoup de changements. Je peux penser notamment à la suppression du transfert de responsabilité sur le client en 2014 ou encore l'élargissement du champ d'application en 2018. Pour poursuivre sur le cadre réglementaire, avant d'aller plus loin, je pense qu'il est important de définir ce qu'est un équipement électrique et électronique. Vous avez la définition, on va dire, très, très officielle du Code de l'environnement et qui fait foi, donc celle qui est mentionnée dans la slide. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'un équipement électrique, c'est de manière générale tout équipement qui fonctionne sur pile ou batterie, tout équipement qui fonctionne branché sur secteur ou tous les équipements passifs qui permettent le transfert de courant. On peut notamment penser au cordon ou à tout l'appareillage électrique qu'on peut retrouver dans une armoire ou dans le bâtiment, par exemple. Petite précision sur la partie pile et batterie, puisque c'est une question assez récurrente et il me semble important de s'y attarder quelques secondes. Concernant les équipements qui fonctionnent sur pile et batterie, ce qu'il faut savoir en tant que producteur, c'est que les piles et les batteries ont leur propre filière de recyclage et de traitement. Ça veut dire qu'aujourd'hui, l'écosystème n'a pas d'agrément pour ces équipements-là. Vous avez 2 éco-organismes qui sont notamment Corépil et Screlec et qui sont les 2 seuls éco-organismes agréés sur la filière des piles et batteries. Concrètement, ça implique quoi? Ça implique que pour un producteur, cela nécessite 2 contrats d'adhésion, 2 dispositions réglementaires différentes, à savoir un contrat dédié aux équipements électriques et électroniques à souscrire auprès d'écosystèmes et puis derrière un contrat à souscrire auprès de l'un des éco-organismes agréés pour les piles et batteries. Donc, au moment des déclarations des metteurs en marché, on doit bien faire la distinction, déclarer un équipement électrique et électronique dépourvu du poids de la pile ou de la batterie, et puis séparément faire une déclaration pour les piles et les batteries. Donc, il y a une certaine contrainte, entre guillemets, pour les producteurs. Je précise toutefois que pour les détenteurs, puisque forcément la question qui peut ressurgir, c'est de se dire, ok, si je dois faire 2 déclarations différentes, est-ce que ça implique pour un détenteur de faire la séparation et de remettre séparément les piles et les batteries et les équipements électriques et électroniques? Il faut savoir aujourd'hui que la filière s'organise pour justement faciliter la remise des équipements en fin de vie. Et dans ce cadre-là, Ecosystème ne demande pas systématiquement, en tout cas ce n'est pas une obligation pour le détenteur de faire la séparation. On est en capacité de récupérer un équipement qui contient ces piles et batteries et par la suite, lorsque les équipements sont acheminés jusqu'au centre de traitement, on fait bien évidemment la séparation et on réaffecte, on réalloue le traitement des piles et des batteries aux éco-organismes compétents. Donc on va dire il y a une contrainte en amont pour les producteurs. Ceci dit, pour les détenteurs, c'est tout de même facilité dans la mesure où on leur permet de remettre les équipements qui contiennent leurs piles et les batteries. Et puis derrière, on s'organise de manière assez fluide avec les éco-organismes avec lesquels, bien évidemment, on est en interaction permanente. Une fois qu'on a bien défini ce qu'est un équipement électrique et électronique, il convient, et on va le voir dans la slide suivante, ce qu'est un producteur. Donc, c'est quand même assez structurant parce que c'est ce qui va déterminer si une entreprise a une obligation ou non. Le producteur, attention à ne pas forcément le prendre dans son sens premier, c'est vrai que c'est le terme réglementaire qui peut parfois interroger. Il s'agit de manière générale du premier metteur en marché en France. Alors, concrètement, qui c'est?
c'est une entreprise qui est établie en France et qui fabrique ou assemble des éléments pour faire un équipement électrique électronique fini et le commercialiser sur le territoire français. Donc là, c'est classique, je suis établie en France, je fabrique ou bien j'assemble des éléments électriques ou non pour faire in fine un équipement électrique électronique et le revendre en France. Je suis donc producteur. Deuxième cas, je suis établie en France et j'achète mes équipements à des fournisseurs étrangers. Donc, que mon fournisseur soit basé dans un pays membre de l'Union européenne ou non, dans tous les cas, je suis considérée comme importateur ou introducteur et donc j'endosse le statut de producteur. Troisième cas, je suis établie en France et je distribue sous ma marque des équipements électriques et électroniques que j'achète en France ou à l'étranger. Donc, à partir du moment où j'ai acheté un équipement à un fournisseur français, par exemple, et que, donc, en théorie, je n'ai pas le statut de producteur puisque c'est mon fabricant qui répond au premier cas et qui est le producteur, eh bien, si je demande à labelliser les équipements sous ma marque et uniquement sous ma marque, je deviens, dans ce cas-là, producteur et le premier producteur initial, on va dire, transfère cette responsabilité. À noter ici, je le précise, que toute entreprise qui achète à des fournisseurs étrangers est producteur. Ça veut dire que ici, la notion de marque n'importe pas en fait, puisque quand vous achetez à un fournisseur étranger, eh bien c'est le deuxième cas qui prédomine. Vous êtes importateur-introducteur, donc que l'équipement soit sous votre marque ou non, vous êtes considéré comme producteur. Et le quatrième cas qui fait qu'une entreprise endosse le statut de producteur et qui n'est pas des moindres puisqu'il fait partie de notre actualité en ce moment et on peut en témoigner avec Audrey puisque c'est un sujet et on voit beaucoup de demandes arriver concernant ce cas. Ce sont les entreprises qui sont basées à l'étranger et qui vendent directement aux utilisateurs finaux français leurs équipements via des techniques de communication à distance, donc notamment via des places de marché ou via leur site internet. Il faut savoir, c'est vrai que depuis 2005, une entreprise qui soit basée en Chine, en Italie, aux États-Unis, peu importe, et qui, via son site en ligne ou via une place de marché, va vendre directement aux utilisateurs français, qu'ils soient professionnels ou particuliers. Dans tous les cas, cette entreprise endosse le statut de producteur au même titre qu'un fabricant ou qu'un importateur français. Et nous avons une grosse nouveauté loi AGEC que j'ai précisée dans cette slide, puisque les places de marché, les Amazon, Cdiscount, Fnac Darty, Alibaba, etc. Enfin voilà, pour ne vous citer que les plus connus, ont désormais l'obligation de prendre en charge la responsabilité de leurs vendeurs tiers, c'est-à-dire que toutes les entreprises qui répondent à ce quatrième cas et qui vendaient via ces places de marché, enfin qui vendent toujours via ces places de marché, si si ces vendeurs ne sont pas en conformité, d'accord, donc qui n'ont pas de contrat d'adhésion auprès d'écosystème, eh bien, par défaut, c'est la place de marché qui va prendre en charge les obligations de ces producteurs. Donc, ça implique la déclaration et puis la prise en charge de manière générale des obligations de producteurs qu'on va préciser tout à l'heure. Donc, c'est un gros sujet et ce qui fait qu'aujourd'hui, les places de marché demandent à leurs vendeurs tiers d'être en conformité pour pouvoir les référencer sur leur plateforme et leur permettre de vendre leurs équipements. Et pourquoi je vous dis que c'est une grosse actualité pour nous, puisque aujourd'hui, on voit un afflux d'un nombre important d'entreprises basées à l'étranger qui souhaitent souscrire à un contrat d'adhésion auprès d'écosystèmes pour justifier de leur conformité auprès des places de marché et poursuivre leur activité. Donc, c'est une grosse nouveauté. Là aussi, je n'aurai pas le temps d'y passer trop de temps, mais voilà, c'est important de le préciser. Et c'est pourquoi aussi je l'ai rajouté dans la slide liée au statut du producteur, puisque eh bien, par défaut, la place de marché devient producteur, entre guillemets, pour le compte de ces acteurs-là, s'ils ne sont pas en conformité. Alors, quelles sont les obligations d'un producteur une fois qu'on a bien défini qui on est? Alors, il y a beaucoup d'obligations. Elles ne sont pas forcément les mêmes selon qu'on parle d'équipement ménager ou professionnel. Donc, je rappelle que le critère d'usage
le critère de distinction entre ménager et professionnel, c'est l'usage de l'équipement. Hein. Donc, mon équipement est-il destiné à l'usage d'un particulier ou destiné exclusivement à l'usage d'un professionnel? Donc, c'est vraiment ce critère-là qui va faire que vous allez basculer d'une filière à une autre. C'est important de le déterminer puisque derrière, dans les obligations, on le voit ici sur ce tableau, on n'est pas tout à fait sur les mêmes dispositions, même si dans les grandes lignes, ça reste la même chose. En gris, vous voyez les obligations qui existent et qui n'ont pas, qui ont toujours été là, donc à savoir la première obligation qui est l'inscription et la déclaration de ces mises en marché auprès de l'ADEME, le marquage des équipements de la poubelle barrée, donc ça qui est obligatoire pour les équipements ménagers et les lampes, mais facultatif pour les équipements professionnels. La facturation de l'éco-participation de manière visible, donc, dont les modalités sont définies par la DGCCRF, est également une obligation pour les équipements ménagers et lampes, et c'est une option pour le professionnel. Hein. Donc, quand je mets facultatif, c'est-à-dire que ce n'est pas obligatoire, mais ce n'est pas non plus interdit pour les équipements professionnels de mettre en œuvre ces dispositions. Et puis enfin, l'atteinte des objectifs réglementaires, puisque la directive européenne et la réglementation française qui découle de cette directive imposent des objectifs en matière de collecte, en matière de recyclage et de valorisation des déchets. On le verra tout à l'heure dans les chiffres qui seront présentés. Donc ça, c'est ce qui existait jusqu'à présent. Les grosses nouveautés depuis le 1er janvier 2022, ce sont l'apposition de l'infotri, la mention de l'identifiant unique. Donc ces deux-là, je vous présenterai dans un second temps des slides dédiés à ces obligations, puisque c'est les plus impactantes pour les producteurs, enfin les impactantes directement, on va dire. D'autres obligations se rajoutent, à savoir la mise en place d'un plan de prévention et d'éco-conception, la création d'un fonds dédié au financement de la réparation, donc là on parle uniquement pour les équipements ménagers, et la création d'un fonds dédié au financement du réemploi. Donc sur ces trois sujets, pour nos adhérents, c'est encore transparent dans la mesure où c'est Écosystème qui, pour le compte de ses adhérents, est en train de créer ces fonds et de mettre en place le plan de prévention et d'éco-conception. Donc c'est des gros sujets. Là encore une fois, je n'aurai pas le temps de rentrer dans le détail de chaque point. S'il y aurait beaucoup trop de choses à dire et le sujet les sujets seraient très denses. Alors, par contre, sur l'identifiant unique, on peut s'y arrêter quelques secondes sur la slide suivante. Qu'est-ce que c'est que l'identifiant unique? Alors, pour les producteurs adhérents d'écosystème, vous avez déjà reçu votre identifiant unique pour la filière des 3E. Qu'est-ce qu'il faut retenir? C'est un numéro qui est généré par l'ADEME. Donc, nous avons fait la demande pour le compte de nos adhérents et nous avons transmis ce numéro à nos adhérents. Cet identifiant unique, donc c'est une nouvelle mesure qui est issue de la GEC et qui s'applique, ça c'est important de le souligner, à l'ensemble des filières REP. C'est-à-dire que nous avons transmis l'identifiant unique pour la filière D3E à nos adhérents, mais si nos adhérents sont également concernés par la filière piles et batteries, par la filière emballage, eh bien les éco-organismes auprès desquels ils sont adhérents pour ces filières ont également transmis les identifiants uniques spécifiques à ces filières. Donc, quelles sont les implications pour un producteur? Alors, la première grande implication, c'est de le mentionner dans ses conditions générales de vente ou tout autre document destiné à l'acheteur. Donc, il y a une mise à jour qui est demandée de la part des producteurs pour qu'ils puissent mentionner cet identifiant qui est là pour attester de la mise en conformité d'un producteur. Et ça veut dire aussi qu'il faut communiquer autant d'identifiants que vous en avez. Donc, sous-entendu, sur toutes les filières sur lesquelles vous seriez positionné. Voilà pour l'identifiant unique. C'est un gros sujet.
dans la mesure où un distributeur ou un client peut demander cet identifiant unique, il est vraiment là en tant que garant de la conformité d'un producteur. Et puis surtout, il est là concernant les places de marché que j'ai évoquées tout à l'heure. Pour les places de marché, c'est notamment la possibilité de vérifier et de valider la conformité de ces vendeurs tiers. Parce que vous avez bien compris que c'est ce qui va déterminer la responsabilité de la place de marché ou du vendeur tiers. Donc là, d'où l'importance de pouvoir, pour la place de marché, de bien vérifier que ces vendeurs tiers sont en conformité. Si on poursuit sur l'infotri, donc qui est l'autre gros point qui est assez structurant dans la loi AGEC. Là, on ne parle, je précise, que des équipements ménagers. D'accord. Autant l'identifiant unique s'adresse à tous les producteurs, autant l'infotri, pour l'instant, est une obligation qui ne s'impose qu'aux metteurs en marché d'équipements ménagers. Ce qu'il faut retenir, c'est que jusqu'à présent, vous aviez l'obligation de marquage de la poubelle barrée. S'ajoute désormais l'obligation de rajouter les modalités de tri, donc à travers cet encart qui est nommé l'infotri. Donc là aussi, une communication a été faite auprès de nos adhérents et de l'ensemble des producteurs qui sont concernés par cette nouvelle signalétique pour être accompagnés et avoir un guide sur la mise en place de cette règle de tri, en sachant que, on va dire, on a une échéance à 2023, le 15 juin 2023, pour permettre aux producteurs de changer notamment toute cette signalétique et de leur permettre également un délai supplémentaire pour l'écoulement des stocks. Donc là, encore une fois, il y a un guide d'accompagnement. Je ne vais pas pouvoir rentrer dans toutes les subtilités de cette infotri, mais c'est aussi un sujet à prendre en compte pour les producteurs d'équipements ménagers, et on pourra vous accompagner dans un second temps s'il y a des questions. Alors, ça fait beaucoup d'obligations qu'on a essayé de résumer au maximum. Concrètement, qu'est-ce qu'un producteur peut faire pour se mettre en conformité? Eh bien, il y a deux options. Aujourd'hui, un producteur peut aussi bien se dire qu'il va mettre en place un système individuel, et donc ça implique qu'une entreprise décide de dire ma solution, je peux la mettre en œuvre par mes propres moyens, et à ce moment-là, je dépose une demande d'agrément. Comme le fait Écosystème, mais là on est à une échelle individuelle. Une entreprise peut faire une demande d'agrément auprès des pouvoirs publics, et si elle obtient l'agrément, donc l'approbation des pouvoirs publics français, elle peut attester de sa conformité par son système. Alors ça implique beaucoup de choses. Ici on vous a mis les grands points clés de ce que ça implique. Donc effectivement, derrière il y a un cahier des charges auquel il faut répondre, il faut justifier de sa capacité technique et financière à pouvoir poursuivre ses obligations réglementaires, et puis derrière il y a tout le suivi, notamment par l'audit du dispositif tous les 2 ans. Ça, c'est une responsabilité qu'une entreprise peut prendre en charge si elle le souhaite. La deuxième option qui s'offre aux producteurs, c'est de se dire, effectivement, moi, je souhaite me décharger, on va dire, entre guillemets, de toute la partie administrative, mais aussi la mise en place opérationnelle. On a parlé de la collecte, mais on peut parler aussi des fonds de réparation, les fonds de réemploi, tous ces sujets-là, les plans de prévention et d'éco-conception. Ce sont des sujets assez lourds, et un producteur peut faire le choix de transférer son obligation à un éco-organisme agréé par les pouvoirs publics. Donc c'est vrai que l'avantage ici, c'est qu'un producteur, on va le voir à la fin, mais effectivement, pourra transférer son obligation en contrepartie du versement de l'éco-participation. Et Écosystème, on est vraiment un acteur qui est là pour coordonner, on va dire,
l'ensemble des missions de la filière et sur le territoire national. Ça veut dire qu'on est en interaction avec toutes les parties prenantes de la filière pour le compte de nos adhérents, avec les pouvoirs publics, avec les prestataires, avec les gestionnaires de déchets, avec les consommateurs, avec les détenteurs, avec les producteurs, avec les acteurs de l'économie sociale et solidaire. Bref, j'espère n'avoir oublié personne, mais on est vraiment, ce schéma l'illustre très bien, au cœur de cette filière et en interaction avec l'ensemble des parties prenantes pour le compte de nos adhérents. Alors concrètement, quels sont nos services ? Là, encore une fois, je ne vais pas pouvoir vous présenter de manière exhaustive tous les services à valeur ajoutée d'écosystème, bien que je le souhaite. Mais qu'est-ce qu'il faut retenir? On en revient à nos missions. Deux grands services. Le premier qui est en amont, c'est-à-dire l'accompagnement des producteurs sur les sujets d'éco-conception. Donc au-delà, on vous apporte également de la veille réglementaire. On le voit notamment avec Audrey sur les nouveautés liées à l'infotri, à l'identifiant unique. Ça, c'est des choses des suivis qu'on apporte à nos adhérents. On apporte des réponses, on apporte des veilles réglementaires. Donc sur ça, on est assez actif. Et puis il y a aussi l'accompagnement à l'éco-conception, on a une équipe dédiée à ce sujet qui est là pour accompagner nos producteurs adhérents et bien dans l'intégration de la notion fin de vie au moment de la conception des équipements. Comment je fais pour améliorer la recyclabilité de mon équipement au moment de sa conception, donc que ça soit par l'intégration de matières recyclées ou par exemple des méthodes d'assemblage. On a des actions avec des producteurs dans lesquelles, par exemple, pour vous donner juste quelques exemples concrets, on a eu des projets qui ont pu aboutir et permettre à des producteurs, notamment, d'intégrer du plastique recyclé dans la conception de leurs produits. Donc, il y a vraiment c'est un sujet très, très passionnant dans la mesure où on est là pour permettre, améliorer la recyclabilité des équipements et prendre en compte cette notion dès la conception de l'équipement. Donc ça, c'est en amont. Dans la slide suivante, on va le voir sur la partie aval. Là, encore une fois, je résume dans les grandes lignes le service, puisque il y a autant de services qu'il y a d'acteurs. C'est pas forcément, ça peut être très, très, très large. Il y a du cas par cas, même si on est sur un service global. Mais en gros, qu'est-ce qu'il faut retenir? Que je sois un consommateur, un client, que je sois un détenteur professionnel, dans les deux cas, j'ai, on va dire, deux cas de figure. C'est soit je suis dans un apport volontaire et puis je dépose mes équipements vers les points de collecte dédiés. Donc, à titre personnel, on connaît les distributeurs qui ont l'obligation de reprise 1 pour 1 ou encore les déchetteries. Pour les professionnels, on va être sur la distribution professionnelle ou autres points d'apport qui sont en contrat avec écosystème. Sur la deuxième partie, là, on est sur le seuil réglementaire de notre qui est défini dans notre cahier des charges et qui est historique, qui est le seuil des 500 kg, à savoir dès que vous avez plus de 500 kg, écosystème s'engage à venir faire un enlèvement sur votre site, avec et bien évidemment les moyens logistiques adaptés et la garantie derrière, dans tous les cas, que ce soit un apport volontaire ou un enlèvement sur site, la garantie d'un traitement et d'une traçabilité de ce traitement sur le territoire national. Donc ça, c'est assez important. Je ne vais pas pouvoir m'attarder plus longtemps sur cette slide parce que ça nécessiterait de passer beaucoup de temps et niveau timing, c'est un peu compliqué. Alors, les chiffres clés. On va commencer par la répartition des canaux de collecte. Là, vous avez les données 2020, puisqu'en 2020, nous étions à plus de 600 000 tonnes de D3E collectées et traitées en France. Là, c'est plutôt pour vous montrer, on va dire, les acteurs. Donc, sur la partie ménager, on va retrouver les collectivités, donc les déchetteries, qui sont l'un des plus gros apporteurs de D3E. Ensuite, à équivalence, les gestionnaires de déchets sous contrat. Donc, ça, c'est un nouveau canal qu'on a développé depuis 2016. Et puis, les distributeurs qui, eux, ont l'obligation de reprise 1 pour 1, voire 1 pour 0 pour les surfaces de vente d'au moins 400 mètres carrés. Et puis, dans une moindre mesure, nous travaillons également avec l'économie sociale et solidaire, avec deux principaux acteurs qui sont Emmaüs et Envie. Sur la partie professionnelle, en toute logique, on n'est pas sur les mêmes canaux, avec avec une forte présence des gestionnaires de déchets,
également sous contrat avec Écosystème, puisque l'apport vers ces acteurs-là sur le pro est beaucoup plus important. Des enlèvements avec les installateurs et les détenteurs, donc sur site, donc ça peut être des chantiers du bâtiment, des sociétés d'installation d'éclairage public par exemple, donc là aussi les acteurs sont très variés. La distribution professionnelle qui ne représente que 2%, là ça pourrait être intéressant de voir l'évolution dans la mesure où les distributeurs professionnels, depuis la loi AGEC, ont l'obligation de reprise 1 pour 1, ce qui n'était pas le cas jusqu'à présent. C'était vraiment pour les distributeurs d'équipements ménagers. Donc là, ça sera intéressant de voir aussi comment ce canal peut évoluer. Sur les taux de recyclage et de valorisation, parce qu'une fois qu'on a récupéré tous ces D3E, derrière, il y a une obligation d'atteindre les taux de recyclage et de valorisation définis par la réglementation. Ce qui est intéressant ici dans ce petit graphique, c'est de voir qu'en France, nous avons une très bonne performance du recyclage et de la valorisation des équipements, ce qui vous permet de voir sur chaque filière que nous sommes de manière générale au-dessus des objectifs de collecte. Donc sur les taux moyens, on est sur une performance assez bonne et voilà, c'est plutôt positif et on poursuit les efforts dans ce sens. Donc là, c'était juste pour vous donner quelques chiffres clés. J'avais oublié ma dernière slide, excusez-moi. Les bilans en matière des appareils collectés, là encore une fois, c'est pour vous donner, on va dire, une grande cartographie des centres industriels spécialisés dans le traitement des flux. Des 3E, donc voilà, on a 112 centres industriels, donc c'est ces centres avec qui on travaille et qui sont en capacité de nous apporter la performance en termes de recyclage et de valorisation des déchets. Et là, c'est juste pour vous donner un ordre de grandeur, hein, peut-être que vous allez vous y retrouver avec vos équipements, mais voilà, c'est pour vous donner à peu près la composition matière avec une grande majorité de ferraille, du plastique et puis les autres matières, alors qui peuvent être les poussières, les bouts de caoutchouc, donc là c'est un peu fourre-tout, mais qui représente tout de même 24% du bilan matière. Alors, je vais essayer d'avancer rapidement sur la solution Oui Europe. Oui Europe, donc comment gérer efficacement ses mises en marché au sein de l'Union européenne. C'est parti d'un constat. Écosystème a bien remarqué en 2013 effectivement qu'on avait plusieurs producteurs qui nous disaient mais écoutez, et peut-être que vous êtes concernés, on est producteur dans plusieurs pays au niveau européen, sauf qu'il n'y a aucune harmonisation au niveau européen. On s'y perd, c'est pas les mêmes organismes, c'est pas les mêmes. Alors c'est les mêmes grands principes REP, mais c'est pas les mêmes dispositions réglementaires. On est un peu perdu. Alors, Écosystème en 2013 donc c'est l'initiative d'Écosystème et avec d'autres éco-organismes européens, nous avons créé le service Oui Europe, donc qui est aujourd'hui basé à Munich et dont l'objectif, on peut le voir dans la slide suivante, est de proposer un guichet unique aux producteurs. Concrètement, c'est quoi ? C'est je suis producteur, je vais voir Oui Europe et je leur dis voilà, je suis présent dans 15 pays européens. Comment je fais, comment je peux connaître mes réglementations, enfin mes obligations. Oui Europe propose un premier état des lieux par pays des obligations réglementaires. Donc ça, c'est un gros premier service et pas des moindres quand on est présent sur beaucoup de pays sur beaucoup de pays européens. Deuxième support qui est proposé, c'est de dire, bon, ben, ok, je connais mes obligations dans ces pays. Par contre, j'aimerais me conformer, mais voilà, il y a autant de pays qu'il y a de contrats d'adhésion. J'aimerais un support d'adhésion. Donc, Oui Europe peut pré-remplir les contrats, vous permettre la facilité en fait administrative dans cette démarche. Et puis enfin, il y a un troisième service qui est la centralisation des déclarations sur une même plateforme. Donc là, ce service peut être proposé à ceux qui disent, ben, moi, je dois m'occuper de la déclaration en Allemagne, en Italie, en Angleterre, en France, en Espagne. Et en fait, j'ai 15 identifiants, je dois me connecter à 15 plateformes différentes avec des particularités, 15 langues différentes aussi, ne l'oublions pas. Donc là, Oui Europe propose ce guichet unique qui dit bah, vous pouvez, sur cette même porte d'entrée, faire toutes vos déclarations et ensuite Oui Europe se chargera du dispatch des déclarations dans les éco-organismes correspondants. Donc ça, c'est un service assez intéressant pour les producteurs qui ont un vrai besoin au niveau européen. Alors,
En pratique, qu'est-ce qui se passe? Donc, aujourd'hui, je suis producteur, je souhaite transférer mes obligations auprès d'un organisme. Combien ça va me coûter? Je me doute que cette question est assez récurrente pour l'avoir entendue plusieurs fois et c'est tout à fait normal puisque effectivement il y a un coût à l'adhésion. Ce coût, c'est l'éco-participation. Cette éco-participation que vous connaissez déjà, que à titre personnel que vous payez. Cette éco-participation, juste rapidement pour conclure sur cette présentation, cette éco-participation, elle est là pour financer les coûts de collecte et de recyclage des équipements, mais aussi toutes les charges, on va dire, les coûts indirects d'écosystèmes liés à la communication, par exemple. Donc, et puis, il y a d'autres coûts aussi qui vont se rajouter, notamment avec les nouvelles obligations que vous avez pu le voir, liées à la création des fonds de réparation et de réemploi. Donc, l'éco-participation, si je la résume, elle est la meilleure estimation du coût supporté pour la gestion des D3E. Voilà comment je peux la résumer. Elle s'inscrit dans le principe de non-lucrativité d'écosystème, puisque l'idée, c'est de ne pas se faire de marge. On est contrôlé sur ça et on doit pouvoir justifier de cette non-lucrativité auprès des pouvoirs publics, tout en même temps étant en mesure, tout en étant en capacité de justifier une capacité financière à pouvoir gérer les obligations réglementaires qui sont dans notre cahier des charges. Donc, là aussi, je ne vais pas rentrer dans le détail de l'éco-participation, mais si vous avez besoin de plus d'informations sur le mécanisme, ce sera avec grand plaisir que j'y répondrai. Sur les prochaines étapes, quelles sont-elles? Alors, on va résumer. La première étape, c'est de signer un contrat d'adhésion avec Écosystème. Puis, la deuxième étape consiste à faire ces déclarations de mise en marché, puisque ces déclarations de mise en marché, derrière, vont permettre la troisième étape qui est le versement de l'éco-participation. On est d'accord qu'un producteur participe à la filière au prorata de ce qu'il met sur le marché français. Une fois que ces étapes de contractualisation sont faites, il y a bien évidemment l'application des dispositions auxquelles vous êtes assujettis. On peut parler notamment de l'infotri ou de mentionner l'identifiant unique dans les conditions générales de vente. Donc, tout ça, bien évidemment, reste à la charge du producteur. Et on ne pourra pas le faire à la place de nos adhérents, même si on prend quand même déjà en charge beaucoup d'obligations. Et puis, enfin, pour conclure, c'est de participer au développement de la filière D3E, puisque vous l'avez compris, à l'origine d'écosystèmes, c'est des producteurs et l'engagement et la contribution des producteurs, c'est ce qui nous permet d'être de toujours performer, puisqu'on a déjà une belle performance depuis plus de 15 ans d'expérience. Et l'idée, c'est toujours d'avoir la contribution des producteurs pour nous permettre de toujours performer et de répondre au mieux aux nouveaux défis de demain en matière de gestion des D3E. Voilà, donc j'en ai terminé, excusez-moi, c'était une présentation assez dense, mais il me semble que tous les sujets étaient importants d'être abordés. Et puis, écoutez, sans plus tarder, je vais laisser la place aux questions. Bien, merci Amina. Peut-être qu'avant de prendre les questions, je voudrais revenir sur… vous avez dit qu'il y avait un guide pour la mise en œuvre de l'infotri. Effectivement, il est déjà disponible. Il y a le guide. Est-ce qu'on on pourrait peut-être l'envoyer à tous les participants en même temps que votre présentation? Est-ce que ce sera possible? Alors, on peut envoyer un lien parce qu'il est disponible sur notre site en téléchargement. Donc, ça, c'est tout à fait possible. Alors, il y a des éléments graphiques, etc. Donc, ça ne va pas être envoyé dans le cadre d'un mail, mais on peut envoyer le lien vers notre site. Il n'y a pas de souci pour ça. Très bien. Parfait. Bon, écoutez, on va donc maintenant effectivement passer à la partie questions-réponses. Alors, première question. Est-ce qu'un appareil fonctionnant avec une autre source d'énergie que l'électricité et le gaz, par exemple, mais contenant des composants électriques et électroniques, entre dans le scope de la D3E? C'est Sonia qui pose la question.
Oui, oui, tout à fait. La réponse est oui, et on le voit notamment dans les équipements du génie climatique. Je peux penser par exemple aux chaudières ou aux chauffe-eau. Effectivement, même les équipements électriques qui n'ont pas pour énergie première l'électricité, donc effectivement fuel ou gaz, sont tout de même considérés comme des équipements électriques et électroniques puisqu'ils contiennent des éléments électriques et électroniques. Donc oui, la réponse est oui. J'essaye de faire des réponses courtes. Très bien. Autre question. Quelles obligations du concepteur lorsque l'électronique est une partie de l'objet? Obligation de pouvoir séparer les D3E. Alors, une obligation, j'imagine que là, oui, effectivement, on parle de l'obligation du concepteur. Comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a on va dire, on encourage à l'éco-conception, c'est-à-dire à la prise en compte de la fin de vie au moment de la conception des équipements. Effectivement, si il y a une notion de facilité de démontage des équipements qui permettrait derrière une meilleure recyclabilité des équipements, oui, bien évidemment, c'est plutôt un encouragement. Après, il n'y a pas d'obligation à proprement dit. Mais en tout cas, les producteurs qui conçoivent doivent travailler sur l'éco-conception, oui. Pour les appareils électriques fonctionnant avec des piles ou accumulateurs, devons-nous apposer les deux infotries, D3E et batterie, sur l'appareil? Oui. Oui. Alors, oui. Oui. Apposer sur l'appareil et sur les documents d'accompagnement, emballage, notice ou uniquement sur Alors, le pour produit? l'infoterie et pour la signalétique, elle doit être apposée sur l'équipement et si les dimensions de l'équipement ne le permettent pas, il est autorisé de pouvoir apposer cette signalétique sur les emballages ou les notices. Alors, autre question de Mélissa. A-t-on un ordre d'idée de la typologie d'entreprises qui choisissent le système individuel et combien en France? Est-ce qu'effectivement, on a une majorité d'entreprises, notamment les PME, qui s'adressent plutôt à des éco-organismes ou est-ce qu'elles ont quand même les moyens de prendre le système individuel? Alors, aujourd'hui, il y a très peu, voire plus de systèmes individuels. Sur le profil des entreprises, en réalité, ça importe peu. Je vais vous donner un exemple très concret. Chez Écosystème, nous avons des petites TPE, donc des entreprises unipersonnelles, des PME et des grandes multinationales. Donc, c'est pas tant la taille qui va faire « Ah ben oui, je vais plutôt aller sur un système individuel ou non ». En réalité, le système individuel, ça implique que vous faites de la fin de vie des équipements une composante de votre activité. Donc, si vous êtes dans du négoce pur, dans du business, que vous soyez une grosse multinationale ou une petite TPE ou une PME, peu importe en fait. Là où ça peut fonctionner, effectivement, c'est dans les entreprises. Alors, je vous donne des cas concrets parce qu'on les a vus. C'est des entreprises qui travaillent en boucle fermée, des gestionnaires de parcs qui font de la location et qui restent propriétaires des équipements jusqu'à leur fin de vie. Donc, la fin de vie, ça fait partie de leur activité. Et donc, effectivement, ils sont organisés, ils sont en mesure d'apporter une traçabilité parce que si je rappelle les obligations, on parle d'obligations de traçabilité, de taux de recyclage, de taux de valorisation. Ça demande quand même un certain investissement, ça demande des moyens humains, des moyens financiers, des moyens techniques. Donc non, il y a des grosses multinationales, quand elles sont sur du négoce pur et dur, croyez-moi que c'est l'adhésion à un éco-organisme, c'est beaucoup plus simple. Donc non, c'est pas tant le profil, c'est plutôt l'activité en elle-même. Et aujourd'hui, puisque les agréments des systèmes individuels, alors pour le ménager, ça existait déjà, mais pour le pro, c'est nouveau depuis le 1er janvier 2022. Donc vous avez toutes les entreprises qui étaient en système individuel depuis le 1er janvier, c'est plus valide. Et donc là, à ce jour, à date, il n'y a aucune entreprise qui a obtenu un agrément pour la gestion de ces D3E. Donc, c'est pas tant la taille de l'entreprise qui va être déterminante. Parce que, comme je le dis, que vous soyez sur une grande ou une petite entreprise, gérer la fin de vie, si ça ne fait pas partie de votre activité, non. Vous mieux transférer ça à un organisme. A fortiori pour une
Ouais, et croyez même pour une grosse multinationale, quand vous êtes sur des flux de commercialisation assez importants, gérer la reprise de tous ces équipements, ça peut devenir aussi une grosse usine à gaz. Hein. Donc non, le transfert à l'éco-organisme, c'est un gros avantage puisque nous, c'est notre cœur de métier, la gestion de déchets. Donc ça fait partie, c'est notre essence. Alors, une question de Bastien. Si on envisage de mettre sur le marché un produit en France puis en Europe, faut-il voir directement avec Oui Europe dès le départ ou bien commencer par voir avec vous, par exemple? Là, on a le procédé, quelle est la démarche à suivre? Il n'y a pas vraiment de bonne ou de mauvaise façon de faire. Ce qu'il faut savoir, c'est que si vous vous adressez à Écosystème, ou à moi en particulier, je ne pourrai vous accompagner qu'au niveau français. Donc là, ça dépend des entreprises. Il y en a qui peuvent, si vous me dites, je me lance d'abord sur le marché français, à ce moment-là, on peut commencer à échanger ensemble et puis se dire quand vous allez être sur un développement européen, là vous adressez plutôt à Oui Europe qui seront les plus compétents. Ou si vous êtes déjà dans un déploiement européen dès le départ, oui, il vaut peut-être mieux passer directement par Oui Europe qui pourra vous apporter une analyse par pays. Voilà, c'est la seule différence. Mais dans les deux cas, on vous accueillera avec grand plaisir. Une question de Delphine. En tant que distributeur d'équipements électriques et électroniques, a-t-on l'obligation de récupérer tous les IDU de nos fournisseurs d'équipements électriques et électroniques? Alors, en tant que distributeur, vous n'avez pas d'obligation, non. Par contre, nous, ce qu'on encourage effectivement, c'est que quand vous êtes distributeur, de vous assurer que vos fournisseurs soient bien en conformité. Voilà, parce que ce qu'il faut savoir, c'est que vos fournisseurs, alors quand vous êtes distributeur, vous avez une obligation de reprise 1 pour 1, et ça veut dire aussi que vous allez être en partenariat avec Écosystème et tous les équipements que vous allez récupérer par vos clients, on va derrière nous venir les récupérer pour les acheminer vers des centres de traitement habilités. Donc l'idée c'est quoi? L'idée c'est que en fait tous les équipements et participer à la filière. On est encore une fois sur un principe de mutualisation, mais surtout d'équité. Donc ça passe, la démarche, elle vient de tous les acteurs, c'est-à-dire que nous, on va sensibiliser les producteurs, mais c'est aussi important que la demande vient du terrain. On a souvent des distributeurs, des clients qui exigent de leurs fournisseurs d'être en conformité, parce qu'ils ont conscience que derrière, en fait, oui, il y a un service et qu'il faut le financer. Donc plutôt un encouragement à le faire pour aller vers des bonnes pratiques. C'est d'autant plus vrai pour notamment les fournisseurs, si les fournisseurs sont étrangers. Ah oui, encore plus. Ah oui. Donc, un fournisseur allemand ou italien qui commercialise donc des produits en France, il a cette obligation d'avoir un IUD, un IDU, pardon. Un IDU, comme tout fournisseur français. Donc, tout à fait, exactement. Je ne suis pas sûre que tous les fournisseurs étrangers aient bien l'information comme quoi, depuis le 1er janvier, on a cette obligation. Tout à fait. On a d'ailleurs beaucoup de producteurs qui reviennent vers nous parce que le distributeur ou leur client le demande et on sent qu'il y avait une méconnaissance et on nous dit, effectivement, moi, je ne savais pas que je devais être en conformité. Donc là, c'est mon client qui m'a alerté sur ça. Donc, tout à fait. Alors, d'autant plus quand c'est des entreprises étrangères. Puis même au niveau du distributeur, ça permet, voilà, c'est, on va dire, une bonne pratique de se dire, au moins tous mes fournisseurs référencés, ils sont conformes à cette réglementation, voilà, en termes peut-être même d'image ou voilà d'équité. Je pense que c'est toujours mieux de référencer des fournisseurs conformes. Tout à fait. Une question de Chloé. Combien d'éco-organismes comme le vôtre en France? Alors, sur la filière D3E, donc des déchets des équipements électriques et électroniques, nous sommes 2 éco-organismes. Donc, vous avez Écologique, qui est notre confrère, et nous. Donc, agréé par l'État, à but non lucratif, mission d'intérêt général, la même description. On est 2. Après, vous avez les éco-organismes dans les autres filières. Là, je ne pourrais pas tous vous les citer, mais… Alors, oui. Il y avait aussi un éco-organisme, je ne sais pas, il est toujours en place, pour les panneaux photovoltaïques. Oui, Soren. Alors, qui est l'ancien PV Cycle, pour ceux qui le connaissaient sous l'ancien nom, qui est devenu Soren. Tout à fait. Oui, effectivement. Oui. C'est vrai qu'on est sur un marché assez spécifique, on a tendance, mais à culpa, à les oublier. Ok.
donc je continue. Je vais demander à Jackie de repréciser sa question parce que je ne la comprends pas bien. Donc, si c'est possible de la repréciser. Je poursuis en attendant. Une question de Jean-Marie. Y a-t-il un minimum de production pour adhérer à Écosystème? Non, non. En réalité, à partir du moment où vous mettez un équipement sur le marché, vous pouvez adhérer à Écosystème. On n'a pas de minimum, si c'est ça la question. On a des producteurs qui… j'ai même un exemple très concret d'une entreprise qui faisait de manière très anecdotique des équipements électriques électroniques et ça se résumait à une pièce par an. Mais c'était, encore une fois, la demande d'un client. Et donc, cette société a ouvert un contrat chez nous et elle nous fait sa déclaration. Alors, en théorie, non, il n'y a rien dans les textes qui disent qu'il y a un seuil minimum. Donc, dès la première mise en marché, ça doit être déclaré. Alors, question de Delphine. Est-ce qu'un produit reconditionné dont une pièce électrique et électronique a été changée par une neuve doit faire apparaître l'éco-participation sur son prix? Alors, aujourd'hui, non. Non, pourquoi? Parce que quand je parle de mise en marché, on parle… alors, une mise en marché ne doit être déclarée un équipement, pardon, ne doit être déclaré qu'une seule fois, lors de sa première mise en marché. Sa première mise en marché, ça veut dire que l'équipement, il ne va pas être, par exemple, dans le cadre d'une location ou dans le marché de l'occasion, on va pas le déclarer à chaque fois qu'il va être commercialisé. On le déclare une seule fois lors de sa première mise en marché. Donc les équipements reconditionnés, on sous-entend qu'ils ont déjà été mis en marché, qu'ils ont déjà été soumis à une éco-participation. Et donc aujourd'hui, ils ne sont pas soumis à éco-participation. C'est pas exclu que ces choses-là évoluent, mais si je dois m'arrêter à la règle aujourd'hui, c'est celle-ci. Ok. Doit-on, donc Jean-Marie toujours, doit-on adhérer même si on commercialise très peu de produits? Oui, oui. Après, il faut voir ce qu'on entend par très peu. Encore une fois, bon, qu'on soit honnête, si vous commercialisez 2-3 pièces par an et que vous n'avez rien mis en place, je ne sais pas qui viendra vous embêter, mais si on suit les textes, oui. Tout équipement, moi je vais m'arrêter à la réglementation, tout équipement qui est commercialisé. En fait, le principe, c'est quoi? C'est de dire, mon équipement, il va aller sur le territoire, il va être utilisé, il va consommer, et à un moment donné, il va avoir une fin de vie. Et c'est ça, en fait, c'est vrai que c'est souvent difficile de faire le lien entre la mise en marché et la fin de vie, parce que quand vous commercialisez un équipement, vous ne pensez pas à sa fin de vie. C'est normal. Mais là, c'est vraiment de pouvoir, à votre niveau de producteur, de faire le lien et de se dire, ben, oui, à partir du moment où il va être utilisé et qu'il a une fin de vie, il faut que je finance sa fin de vie. Donc oui. Très bien. Alors, une question de Jérôme. Je vends des ventilateurs, conception et production électrique, électronique et mécanique, uniquement à des professionnels, soit en direct, soit via un réseau de distribution. Suis-je concerné? Oui. Ça va, c'est une question simple. En tout cas, qui nécessitait une réponse simple. Mais pour répondre à cette personne, si elle veut qu'on fasse un point peut-être plus précis sur son activité, sur ses produits, sur comment déclarer, sur le coût, tout ça, avec Audrey, on sait le faire et on sait vous accompagner. Ensuite, est-ce qu'il y a une notion, c'est Stéphanie qui pose la question, est-ce qu'il y a une notion de quantité d'équipements importés ou introduits pour être considéré comme un producteur? Non, encore une fois, c'est un peu la même question. À partir du moment où vous avez… Produit qui est, c'est ça, hein? Oui, tout à fait. À partir du moment. Après, bon, voilà, si vous dites j'ai importé une fois un équipement et ma prochaine importation, ce sera dans 6 ans. Bon, vous n'allez peut-être pas vous embêter à ouvrir un contrat, à faire toutes ces démarches en sachant qu'on est sur des actions ponctuelles. Mais bon, encore une fois, on va juste se référer à ce que disent les textes et non, il n'y a pas de minimum. Entre deux questions, là, je vois que Jean-Paul Auberger, votre collègue d'Écosystème, oui. me précise. Et il me dit 99% sont des, on va dire des producteurs qui adhèrent à un système collectif sur le ménager
et c'est 80% pour les équipements pro. Voilà les pourcentages qu'il a donnés pour… Super. Merci pour cette précision, Jean-Paul. Une autre question de Marie-Angela. Si on vend un produit final à des professionnels, produit qui est composé, assemblé de plusieurs éléments électroniques, électriques, qui eux proviennent de producteurs déjà identifiés, notre produit est-il considéré comme un produit futur D3E? Alors, que je comprenne bien, là on est sur une entreprise qui, produit final vendu à des professionnels. Et le produit oui. est composé de plusieurs éléments qui, eux, proviennent de producteurs déjà identifiés. Ah oui, d'accord. Donc, en fait, là, si je comprends bien, dans ce cas-là, j'assemble plusieurs éléments et ces éléments, ok, oui, parce que en fait, dans la définition d'un producteur, c'est donc soit le fabricant, soit celui qui assemble. En fait, qu'est-ce qu'on dit? On dit que les sous-éléments électriques et électroniques, donc effectivement un moteur, un capteur, les éléments isolés sont considérés comme des équipements électriques et électroniques au sens de la réglementation, sauf lorsqu'ils sont cédés pour être intégrés à un produit fini. Ce texte, comment il se traduit? C'est que oui, vous avez plusieurs sous-éléments qui peuvent, effectivement, si on les voit de manière isolée, être considérés comme des équipements électriques et électroniques, si on prend le cas d'un moteur. Par contre, si vous l'achetez pour assembler et créer un produit fini que vous allez revendre à des professionnels, à ce moment-là, c'est vous qui endossez le statut de producteur et non pas le metteur en marché du sous-élément. D'accord. Là aussi, c'est encore un cas très, très particulier. On pourrait y passer du temps et là, on peut également revenir, où cette personne peut revenir vers nous si elle a besoin de plus d'éléments pour mieux comprendre ce mécanisme, parce que effectivement, les sous-éléments électriques et électroniques, c'est encore une partie de la réglementation. Oui, et puis c'est un peu du cas par cas. Et, là, effectivement. Une question de Jean-Michel. Quelle articulation entre la filière D3E et les nouvelles filières REP, jouets ou équipements de bricolage, qui ont été donc mis en place récemment? Faut-il plusieurs adhésions à plusieurs éco-organismes? Ah ben oui, si vous êtes concerné par ces filières, à date, aujourd'hui, Écosystème n'a pas d'agrément pour la filière jouets ou bricolage, par exemple. Donc, si vous déterminez que vous êtes concerné par cette filière, vous devez effectivement souscrire à un contrat d'adhésion aux éco-organismes qui ont la compétence et qui ont l'agrément pour ces filières. Tout à fait. Une autre question, toujours de Jean-Michel. Y a-t-il un équivalent de l'infoterie pour les D3E dans les autres pays européens? Est-ce que c'est vraiment purement français ou est-ce que vous savez si les autres pays font un peu les mêmes démarches? Alors aujourd'hui, à ma connaissance, l'infoterie est uniquement en France. C'est un sujet franco-français. Donc non, pas d'harmonisation sur ce point-là au niveau européen. Question de Stéphane. Si un produit électronique est consigné, oui, la charge du recyclage revient-elle au client si le produit n'est pas retourné? Alors attendez, s'il est consigné, c'est-à-dire? Je vais peut-être pas. Alors en tout cas, ah oui, non, excusez-moi, je comprends. C'est-à-dire, vous allez proposer en tant que producteur une solution à votre client, mais votre client, lui, ne va pas forcément vous retourner l'équipement, même si vous lui avez dit je suis adhérent ou j'ai une solution pour vous. Le client ne va pas forcément remettre l'équipement à la filière. C'est peut-être ça la question. Je vais partir du principe que c'est ça, sauf contre-indication. Le principe, c'est de dire le producteur et le metteur en marché, il est responsable. Donc, si à partir du moment où le producteur a adhéré à un éco-organisme, versé son éco-participation et donc financé une solution, est en mesure de proposer une solution à son client, d'un point de vue réglementaire, on est bon. Hein, le producteur n'a absolument rien à se reprocher. Après, bien évidemment, derrière, cette filière, les grands principes viennent responsabiliser les producteurs d'équipements électriques et électroniques, bien entendu, et on l'a vu tout à l'heure dans mon schéma un peu circulaire, pour que la filière fonctionne, il faut que tous les acteurs puissent répondre, en fait, être engagés et faire les choses correctement. Il n'y a que comme ça que ça fonctionne. Donc, ça va du producteur jusqu'au détenteur de déchets et je vais plus loin au prestataire de traitement qui, lui, va détruire correctement les équipements. Donc,
ça va pas, le fait qu'il ne remette pas son équipement à la filière ne va pas faire qu'il a une obligation derrière de faire quoi que ce soit. Mais ça paraît du bon sens de dire oui, bah effectivement, si on veut que ça fonctionne, il faut que le détenteur puisse remettre son équipement à la filière. Bon, après, ça passe aussi par de la pédagogie, de l'information, notamment l'infoterie, mais aussi par les producteurs qui doivent informer leurs clients et leur dire il y a des solutions qui existent. Mais après, on ne peut pas maîtriser le geste du détenteur ni sa conscience environnementale. Alors, il y a énormément de questions, hein, donc on va oui, je vois ça. J'en ai encore beaucoup. Donc, ce qu'on va faire, c'est comme on le disait, c'est qu'on va reprendre toutes ces questions et on enverra par écrit la liste des questions avec les réponses que vous aurez fournies. Ce sera mieux. J'en prends encore une ou deux. Jackie qui a reprécisé, les 2 organismes de récupération des piles existent depuis combien de temps? Corépile et Corépile et Scrélec, eh bien, il me semble que c'est 2005. Si Jean-Paul, tu peux me le préciser, parce que c'est vrai que j'ai peut-être pas la date de la création de ces filières, mais il me semble que c'est depuis 2005, oui. Depuis 2005, ok. En tout cas, ça fait un moment, parce que moi je suis sur la filière depuis 6 ans maintenant, et quand je suis arrivée dans la filière, ils existaient déjà. Donc pour moi, voilà, c'est pas des organismes récents, si c'était un peu ça le sens de la question. Alors, est-ce qu'une autre question, donc c'est toujours par rapport à ces aspects intégration de composants électriques. Est-ce qu'un appareil non donc non électrique, électronique, mais qui contient des composants électriques ou électroniques, relève donc d'écosystèmes. Comment peuvent-ils être soumis à déclaration et consigne infoterie alors qu'ils ne sont pas couverts par la D3E? Alors là, j'aurais besoin de plus de précision, et peut-être que ce sera l'occasion d'échanger en one-to-one, parce qu'on est en train de dire qu'il y a des éléments électriques électroniques, mais que ce n'est pas un équipement électrique électronique. Il y a des cas d'exclusion, hein, ça existe. Là, je les ai pas cités parce que je n'aurais pas eu le temps. Si à un moment donné, vous identifiez, et on est certain de par la lecture des textes que l'équipement fait partie d'un cas d'exclusion, il n'est par conséquent pas du tout soumis aux dispositions qu'on vous a évoquées durant la présentation. Donc là, il y a peut-être besoin de faire un peu plus le focus sur de quel équipement on parle, parce que voilà. Et alors, je me permettais juste par rapport à la question. On va y arriver. Non, je me permettais juste de faire un petit rebond sur la question juste avant, puisque là, j'ai la confirmation que la filière des piles donc, a déjà 20 ans. Donc, c'est même plus vieux que l'écosystème. Voilà. Bon, pour la question dont on parlait juste avant, là, ce que je propose, c'est que l'entreprise nous contacte. Oui, ça serait peut-être. On reverra voilà, plus précisément. Oui, je ne sais pas de quel produit on parle. Alors, si je réponds en brut, non, si un équipement n'est pas soumis à la filière D3E, il n'a par conséquent aucune raison d'apposer, de mettre en œuvre ces dispositions. Mais voilà, je mets une réserve parce que je ne sais pas de quoi on parle concrètement. Allez, je prends une dernière question. J'achète des D3E en Italie ou en Espagne. A-t-on le choix entre déclarer nous-mêmes en tant qu'introducteur en France ou bien demander à notre fournisseur italien ou espagnol de faire sa propre déclaration via Oui Europe, par exemple, ou auprès de… D'accord. Alors, effectivement, c'est un cas qu'on peut avoir. Donc là, dans ce cas-là, je suis une entreprise, j'importe, je suis producteur. Donc c'est moi qui ai ce statut-là. Vous pouvez, mais là, ça s'inscrit purement dans le cadre de votre relation commerciale. Donc là, c'est vraiment, est-ce que vous avez dans votre négo avec ce fournisseur étranger de lui dire, bah voilà, moi je vais acheter des équipements chez toi pour les distribuer en France. Par contre, il y a cette réglementation, j'ai pas envie de le prendre en charge. Est-ce que tu peux le faire pour moi?
ça, c'est des cas qu'on a déjà vus. Hein. On a déjà eu des exemples d'entreprises. Alors, encore une fois, ça dépend de la relation commerciale, du pouvoir de négociation. Comme vous avez un distributeur français qui est assez important dans un secteur d'activité, il peut demander ça à ses fournisseurs. J'avais eu le cas sur un secteur en particulier d'une entreprise basée à l'étranger qui vendait à un distributeur français qui n'était pas concerné, mais qui, par le biais de cette relation et cet accord entre ces entreprises, avait pris en charge ces obligations. Donc c'est possible, mais attention à bien le formaliser parce que au niveau de la France, vous restez identifié comme le producteur. Et on a déjà eu le cas d'une entreprise qui a été un peu rappelée à l'ordre en lui disant attention, vous êtes producteur, vous n'êtes pas en conformité. Et en fait, il a fallu creuser pour que l'entreprise justifie auprès du ministère que son fournisseur faisait bien les déclarations pour son compte. Parce que sinon, vous apparaissez pas sur le registre des producteurs et c'est assez compliqué en termes d'identification. Donc, à mon avis, il y a quand même quelque chose à faire pour que le nom de votre entreprise soit bien identifié. Et qu'on comprenne bien que vous avez qu'il y a cet accord, on va dire, qui a été fait avec le fournisseur étranger. Bien. Bon, écoutez, voilà, il est 41, donc on va arrêter. Peut-être qu'avant, je vois que j'ai une remarque, comme quoi votre email serait erroné, Amina. C'est bien ça pourtant, non? Enfin... Bah oui, c'est bien ça. Oui, a priori, non, c'est la bonne adresse email. Hein. Vous pouvez nous envoyer à toutes les trois votre email, n'hésitez pas. Bon, donc on va terminer là. Je vous remercie tous. Je remercie également nos deux intervenantes pour cette présentation qui a été très claire, mais qui suscite beaucoup de questions. On aurait pu en parler toute l'après-midi. Que ça allait être assez dense, c'est vrai. Mais merci à tous pour votre participation.